Et je crois, créé en 1901, mais il n'avait pas la couleur de maintenant. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Merci tout le monde d'être venu. Merci pour les invités d'avoir accepté notre invitation. Et merci à la communauté Elma d'être venue. Donc, il y a les élèves, il y a les parents d'élèves, il y a les partisans, il y a les anciens élèves de l'école. Et donc, merci tout le monde d'être venu. Donc, comme vous le savez, notre école œuvre pour le rayonnement et la conservation du patrimoine culturel algérien à travers la musique. Nos travaux ne se résument pas qu'à la formation, mais aussi à la recherche scientifique, toujours dans le but de servir la culture algérienne. Et c'est dans ce sens que nous avons l'immense plaisir et honneur d'accueillir l'illustre professeur docteur Nordin Saoudi. Je n'ai pas le droit de faillir. Je suis obligé d'être à la hauteur de l'accueil qui m'a été réservé là-bas, déjà hier, pour avoir été franchement subjugué par le talent de nos élèves, de vos élèves, par l'action qui est menée ici, et surtout par votre volonté, abnégation et rigueur à essayer de transmettre une part de nos valeurs à nos enfants et de créer loin de ce pays, de notre pays, et de créer donc les conditions pour que survivent ces valeurs, pour que survivent ces traditions, pour que survive cette culture millénaire qui est la nôtre et qui ne date pas uniquement il y a une centaine d'années, ou là depuis l'indépendance, ou là depuis 1830. Je ne vous apprends rien, mais vous connaissez exactement un peu l'histoire de notre pays, qui est immense par son espace, mais qui est immense également par son histoire millénaire, je dirais millionnaire plutôt que millénaire, puisque nous avons trouvé en Algérie les traces de la plus vieille trace de cet homme algérien qui a vécu il y a plus de 2 400 000 ans. Et ça donne le vertige, mais on a trouvé des vestiges au niveau de la région de Stef, Ain Hnesh, pour ne pas le citer, qui est un oued de cette région. Et on a trouvé sur les rives de cette oued les traces d'un homme qui a vécu donc à ce moment-là. Au départ, on n'a trouvé que les artefacts, on a trouvé que les ossements, enfin pas les ossements tard, mais ceux qu'il a laissés comme traces d'outils, en pierre surtout. Mais aujourd'hui, nous avons la preuve qu'effectivement, un homme algérien, il ne pouvait pas s'appeler Algérien à cette époque, mais en tout cas un homme bien de cet espace sacré qu'est l'Algérie, et qui donc y a vécu à cet endroit-là. Quelle belle aventure que cette aventure de cet homme et de cet espace depuis 2 400 000 ans. Nous avons une série de civilisations qui se sont succédées dans le temps et dans l'espace. Et cet espace géographique a connu des moments de grande douleur, mais il a connu aussi des moments de grand bonheur, puisque nous avons été un peu quelque part, aussi bien au niveau de la préhistoire qu'au niveau de notre histoire, on a été un peu les maîtres du monde, et nous avons participé à cette universalité à laquelle on a toujours fait partie. Nous faisons partie du monde, et la preuve, vous êtes là. J'ai été vraiment très ému par l'accueil, et puis j'ai vu qu'il m'apporte comme une culture intacte. C'est ça qui est très important et très intéressant. Non seulement intacte sur le plan de la culture, mais de l'histoire et de la musique, évidemment, puisque nous sommes dans donc moi, je peux l'appeler dans un temple de la musique, mais également sur le plan des réactions que peuvent avoir nos enfants vis-à-vis de leur propre pays. Vous allez rigoler. Et il faut que vous rigoliez. Deux des enfants, séparément, ils m'ont dit « Vous ressemblez à Tiboy ». J'ai trouvé ça merveilleux, c'est-à-dire que nous sommes encore en contact avec le pays, et j'avoue que ça m'a encore réchauffé le cœur, parce que quand elle me regarde là-bas pour voir effectivement si je ressemble, je suis plus beau, hein. Plus jeune. Merci de
Et c'est quand même une preuve, d'abord une preuve de votre attachement, vous les parents, pour laisser intact un peu et vivant cette histoire et cet attachement ombilical. Et quelle belle définition que c'est le rahim. Parce que quand on dit la relation ombilicale, elle n'a pas exactement la même signification que c'est le rahim, c'est la matrice elle-même. Alors Nietzsche, واحد المهبول هكذا خطير على كل حال un philosophe مهبول يقول بلي une vie sans musique c'est une erreur. On ne peut pas concevoir une vie sans musique. Or, nous sommes dans un cadre, excusez-moi, oui, bon, il y a certains apprentis sorciers qui veulent nous faire admettre un peu l'inverse et l'akhirie. Et puis, voilà, il y a quelqu'un qui s'appelle Razali, Imam Razali, qui dit من لم يطربه العود وأوتاره والربيع وأزهاره فهو فاسد المزاج وليس له علاج. Qui mieux que ça, pour exprimer un petit peu le beau rapport que nous pouvons avoir avec la nature. Donc, si je dois traduire, celui qui n'est pas sensible aux luttes et au corps du lutte et au printemps et à ses fleurs, à la limite, c'est quelqu'un qui est hors culture et qui n'a aucun remède. Donc, impossible de concevoir la vie sans la concevoir avec des couleurs, avec de l'animation, mais aussi avec du son. Et nous sommes tous musique. Je ne sais pas qui a dit que le souffle, c'est de la musique, c'est des ondes d'Abad. Et puis nous avons un cœur qui bat. C'est quoi la musique et la définition de la musique? C'est le rythme et la mélodie. Donc nous sommes nous-mêmes une belle musique et une belle mécanique de la musique. Et c'est la raison pour laquelle les anciens, enfin, tout peuple, a essayé de résoudre un petit peu cette équation de la musique à travers son environnement. Au niveau de la plage, ils trouvent ce que nous appelons des conques, c'est-à-dire des coquillages, de gros coquillages, et puis ils essayent de trouver à travers ce coquillage quelques modulations de son. Nous avons en Afrique, par exemple, comme nous sommes dans une région très... Je parle de l'Afrique équatoriale et tropicale. Excusez-moi, peut-être que je vais un peu dans tous les sens. Comme nous sommes dans une forêt très dense, les forêts primaires, donc pour pouvoir se comprendre, il faut un instrument à percussion. Donc, il y a la percussion. Si nous allons par exemple du côté du Jura, c'est la flûte. La petite flûte très sautillante et qui nous permet d'exprimer au-delà de ce que nous pouvons exprimer comme émotion, mais nous exprimons aussi la géographie de ce pays qui est le Jura et toutes ces montagnes. Quand nous sommes par exemple au pays du Sud, au contraire, le Aïaï avec ses langues et grandes mélopées bédouines avec un grand... Au contraire, ce n'est plus la flûte sautillante, mais au contraire, c'est la gasba solennelle avec sa voix grave et la khiri. C'est ce que les peuples ont essayé de découvrir à travers leur environnement. Et puis évidemment, les peuples sémites, dont nous faisons partie, ont eux-mêmes essayé de répondre aux exigences de leur environnement. Et nous savons que ce croissant fertile qui est formé par Dijla ou le Fourat, le Tigre et le Frat, c'est pratiquement la naissance, je dirais, des civilisations. Si j'ai en face de moi des historiens, ils vont dire que tu es en train de dire n'importe quoi. Parce que même si une civilisation est primaire, c'est une civilisation. Mais disons, les grandes civilisations et les grandes avancées technologiques et techniques, c'est à ce niveau qu'elles se sont opérées, et d'autant plus que c'est à cet endroit qu'il y a eu les trois révélations divines, disons, donc les trois religions monothéistes. Et voilà que naît une civilisation construite sur l'islam comme révélation. Évidemment, nous sommes dans un contexte pratiquement aussi bien de nomadisme que de razzia, parce que nous sommes dans un endroit quand même assez difficile, assez stressant sur le plan de son environnement. Donc l'occupation qui doit se faire ne peut se faire qu'à travers un nomadisme qui va ramener de la richesse, comme on dit, mais également à travers des razzias.
le plus fort est là pour... mais voilà que vient s'installer un message qui va appeler au contraire à essayer de créer les conditions d'une vie meilleure, mais construite sur l'effort. Et c'est cet effort qui va être opéré, sur la base donc d'un message qui est un message divin. Ces Arabes de cette époque vont commencer par ramener un maximum de traités qui existent aussi bien chez les Hindous que chez les Chinois, que chez les Perses, qui est une civilisation antérieure, disons, à cette civilisation arabo-musulmane, mais également à cette civilisation pharaonique qui est très importante, et la civilisation grecque. Il faut savoir que les Grecs sont les élèves des pharaons. Nous sommes les élèves des Grecs en tant que nation arabo-musulmane, et l'Europe et le monde occidental, les Habhab ou les Karakara, et l'élève de cette dimension civilisationnelle qui est le monde arabo-musulman. Je reviens donc à mon propos de départ. Ils ont commencé donc à traiter toutes ces connaissances. Et parmi ces connaissances, il y avait les connaissances de la musique. Et à partir de là, c'est une grande aventure qui commence à se mettre en place en créant sur la base de ce qu'ils avaient. Par exemple, si je dis le mot Rib, arabe. Mais si je dis le mot Jarka, déjà le terme lui-même est un terme persan. Si je dis Seka, et c'est également un terme également persan. Le Yaka et la Khirigi. Donc sur cette base, on a créé une dimension qui, au fur et à mesure, va prendre son individualité et créer forcément quelque chose qui est lié à cette dimension musicale arabo-musulmane. Je fais un petit saut très très rapide. Il y a eu de grands hommes qui ont compris l'importance de la culture, et dans la culture, évidemment, il y a le côté musical. Ce sont des gens comme Haroun al-Rachid, notamment, dans la cour des Abbasides, qui ont élagué les Amawiyin, qui ont élagué cette dynastie omeyyade. Et ils ont cultivé cette musique de la meilleure des manières. Pour preuve, quand Moursili est mort, pour la dynastie Baghdadi, pour la dynastie Abbaside, c'était pratiquement la fin du monde. C'était quelqu'un qui a essaimé de telle manière que sa mort a affligé le monde musulman de cette époque. Mais heureusement que Moursili, aussi bien Ibrahim que Ishaq, ont laissé quelqu'un qui était un petit génie, qui s'appelle Zaryab, que vous connaissez évidemment. Sauf que Zaryab, c'est comme nos enfants, à chaque fois, papa, j'aimerais bien que je suis là. Non, c'est pas comme ça. Donc, nos élèves dépassent, ils arrivent quand ils ont du talent. Pas tous. Quand ils ont du talent, ils arrivent quand même à nous proposer des chemins que nous ne soupçonnions pas. Donc, une fois, Ishaq, Moursili était avec comme d'habitude, Haroun Rachid lui a demandé de jouer. Donc il a joué, mais il lui a dit, je crois que tu as aussi des élèves qui sont très intéressants. Il lui a présenté Zaryab, voilà. Il a joué. Il a été subjugué, Haroun Rachid, mais il lui a dit, est-ce que tu peux me chanter autre chose? Quand je peux vous chanter autre chose, mais c'est des choses nouvelles, mais il me faut mon propre luth. Il me faut qu'il avait construit, Zaryab. Donc on lui ramène le luth avec. Et à ce moment-là, Haroun Rachid était complètement séduit par ce talent, par cette nouvelle, ces nouveautés, etc. Et qu'est-ce qu'il fait? Il l'encense de compliments. Évidemment, au niveau de son maître, ce n'était pas quelque chose de très intéressant. Il le prend carrément, il lui dit, chauffe, si tu veux avoir la vie sauve, tu prends tes clics et tes claques, tu quittes le... C'est ce que fait Zaryab, et il part, la mort dans l'âme, et il part en Andalousie. Mais avant de partir en Andalousie, il s'arrête en Tunisie, Ifriqiya de l'époque. Ifriqiya, c'était l'actuelle Tunisie. Il était dans la cour des Arlabides, et là il s'imprègne également, comme tout être, je veux dire, d'exception, il s'imprègne aussi, il s'imprègne de tout ce qu'il y a, et puis il vient, il nous propose quelque chose de nouveau. Il s'imprègne des rythmes, des modes berbères, il a créé, et il monte. Je vous fais grâce des détails,
parce qu'il revient une fois, après avoir fait un sacrilège au niveau de l'Andalousie, mais il repart de nouveau. Et là, il donne plein de trucs à son talent, les conservatoires, la manière de chanter, la manière de jouer, etc. Et il consolide ce que nous appelons un nouba. Mais nouba n'existait pas de son époque. Il consolide ce que nous appelons la succession des mouvements. Les mouvements les plus lents aux mouvements les plus actifs, les plus accélérés. Mais ce n'est pas la nouba que nous connaissons actuellement. C'est le muharrakat, c'est le basit et l'akhiri. Et ce n'est qu'après la mort de Zariab, il avait, disons, fondé un peu les prémices de ce que nous connaissons comme nouba. Et c'est à ce moment-là que, c'est à la mort de Zariab que les choses vont se mettre en place. D'abord avec de grandes personnalités, aussi bien sur le plan de la poésie que sur le plan de la musique. Alors sur le plan de la musique, il y a eu un personnage de grande importance. Je vais peut-être vous choquer, hein. Moi j'ai mes idées là-dessus, qui s'appelle Aven Pace ou Aven Pass, c'est Ibn Belja. Ibn Belja, c'est quelqu'un il le dit d'ailleurs, que ça a été rapporté par Tifashi, Tifashi étant un savant algérien du 13e, 12e, 13e siècle, qui est de Tifashi, près de la frontière algéro-tunisienne, qui rapporte que voilà, Aven Pass, Ibn Belja, a simplifié la musique en faisant appel aussi bien à la musique arabe, aussi bien à la musique donc de l'héritage de Zariab qui est venu d'Orient, que la musique autochtone, que la musique de la péninsule ibérique. Ma voix s'est éteinte. La claque qui se moelle. Et non seulement sur cela, donc il dit, il a simplifié, il a fait une sorte de synthèse entre ces musiques-là. Et dans mon esprit, cette synthèse, c'est peut-être la perte. On en discutera, Ahmed. C'est ça. On en discutera plus tard. La perte pour moi de ce que nous appelons le quart de temps, ou là, le trois quarts de temps. Parce que Killab al-Andalus, moi rarement j'ai joué du quart de temps l'Andalus. De temps en temps, il y a des accidents vocaux, mais sur le plan du jeu, je vous avoue que sur 50 ans de pratique musicale, donc je me dis que peut-être à ce niveau-là, il y a eu quelque chose. En plus, il y a ce que nous appelons l'oud al-Maghribi, qui est, ou l'oud al-Arbi, ou l'al-Kwitra, qui est de cette origine, qui a un accord que nous appelons embrassé, un accord embrassé, et que je trouve comme une géniale invention. C'est comme la vie sans fin. C'est quelque chose qui vous n'avez pas besoin d'aller de l'aigu vers le grave. Vous êtes sur les mêmes cordes et vous arrivez à jouer de tous les instruments. Et c'est la cuitra. Donc voilà un petit peu le tableau pour la création de cette nouba. Concomitamment avec Ibn Belja, il y a eu, ou un peu avant, il y a eu l'invention de quelque chose de fondamental qui est une nouvelle poésie. Parce qu'avec Zariab, ça a été ce que nous appelons le qasid, ou la qsaïd, ou la qasida, c'est-à-dire cette poésie à rime unique. Si elle fait 100, eh ben ça sera 100 rimes, la même rime sur 100 vers. Alors il y a eu ce que nous appelons les Zjalin ou le Mouchahin, qui ont créé quelque chose de tout à fait nouveau, qui est le Mouchah et le Zajal. C'est autour du Xe siècle que le Mouchah a été inventé en arabe classique, et son pendant, le Zajal, qui est la même poésie, mais en arabe plutôt dialectal, mais l'arabe dialectal de cette époque. C'est la raison pour laquelle les Wassou l'Arabia, qui mais non, oui, je ne sais pas si vous avez rencontré ce genre de problème, c'est pas de l'arabe classique, c'est de l'arabe dialectal, mais de cette époque. Il est plus proche, disons, Donc voilà ce qui a permis un peu la création de cette dimension musicale
qui est la dimension musicale andalouse. Maintenant, il y a aussi un gros problème, c'est comme si tout s'est passé en Andalousie. Tifachi, encore lui, parce que c'est un manuscrit qu'on a découvert plus tard. Parce que Ma'aloul, c'est Ibn Khaldoun et un autre qui n'ont parlé que de Zriad, comme étant le grand héros de la création de la musique andalouse. Mais avec Tifachi, ça nous ouvre d'autres perspectives qui sont tout à fait, en tout cas en réajustant nos idées. Il y a eu de grands noms, et très souvent, quand l'Andalousie avait besoin de quelque chose de précis, ils venaient au Maghreb chercher cette chose intéressante qui se trouve au Maghreb. Et nous savons tous qu'il y a par exemple des modes qui sont aussi bien persans. Je suis en train de dire des bêtises, parce que les modes c'est quelque chose d'universel, on les retrouve chez les Grecs et les Arméniens. Mais disons qui ont été influencés par les modes persans. Il y a les modes arabes, il y a les modes grecs, mais vous avez aussi des modes typiquement maghrébins. Quand on parle par exemple de Salem al-Khoumassi, donc le pentatonique, il est typiquement africain et on le retrouve chez nous de manière particulière, de manière très très intéressante. D'ailleurs, une des noubas de l'Andalous, qui pour moi c'est je suis franchement dans la gamme, n'est-ce pas? Je suis dans la gamme pentatonique alors que nous sommes dans la Nouba Andalous. Et puis il y a cet édifice de modes sur lesquels on a construit des musiques à partir d'un moucha qui nous permet de diversifier ma musique avec la rime multiple. Chose que je n'ai pas dite, le moucha c'est des rimes multiples. Je vois mon ami Oulid Sahbi qui est là en face de moi. Je suis très ému parce que c'est quelqu'un avec lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est Sabr, le Qasem Allah yarhamou, qui a été le percussionniste d'Al-Kharjia, entre autres, mais bien avant. Et puis il a fait tous les enregistrements de Zarroqi, il y était, que ce soit dans le... Excusez-moi, je suis sorti de... Et c'est ce que je vais faire souvent. Et il a été le musicien de toutes les sorties et de tous les enregistrements d'Assi Abd Zarroqi, le studio d'Elbia, aussi bien en musique andalouse qu'en charbi. Et on se rappelle les fameuses envolées de Dif Allah ou de Sidi Rasq al-Njal, de Amr Zaï. C'est Sabr Belqasem, il a toujours été là. Alors j'en étais où pour voir si vous suiviez ou pas? Non, personne n'a suivi? Non. Donc il y a eu cette... oui, il y a eu cette conjonction de la succession des mouvements, de nouvelles mélodies qui sont rendues possibles grâce à l'invention d'une structure poétique différente de la qasida. Alors, tout est mouchah izajal aujourd'hui, mais nous avons de temps en temps quelques qasaïd qui restent l'Andalous. Par exemple, vous connaissez tous Tahya Bikum, Kullu Ardin Tanzilouna Biha, qasida, Sidi Boumdin al-Ghawt, mais il a également été un mouchah et un zajal très très important dans la trajectoire musicale. Et sur cela, on va construire un édifice que l'histoire rapporte à 24 branches, qui sont les 24 modes, qui sont les 24 noubas. Pourquoi j'y crois? Mais je n'ai pas les éléments. Bien sûr, ça a été rapporté notamment par Jules Rouanet qui a travaillé au début du XXe siècle, les 24 noubas. Là, il ne nous reste que 12. 3 défectueuses et une 16e qui est le tahsin. Nous fonctionnons autour de 16. Mais les 12 les complètes. 3 incomplètes plus le tahsin. Pourquoi j'y crois? La caractéristique de la civilisation musulmane est sa caractéristique liée au calcul. Quand la civilisation s'est mise en place, se posait un certain nombre de questions. وقتاش يجي العيد؟ وقتاش يجي رمضان؟ وقتاش نصليو؟ etc. Donc il y a un rapport très étroit au temps. Et c'est de cette manière,
je vous dis que je crois que l'histoire des 24 Noubas peuvent être effectivement une réalité tangible et que nous avons perdu parce que, bon, pour des raisons précises. Un des exemples également, je sais que mes maîtres, je suis l'élève de Abdelrazak Kharji, ils ont gardé jusqu'aux années 40-50, il y avait une nouba qu'on appelait une nouba araq, mais elle était très pauvre. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Les quelques morceaux qui étaient في العراق, ils les ont introduits dans la nouba hassine. Si par exemple je chante un des morceaux d'Al Hassin, vous allez voir que je suis dans l'Arak total. Je suis dans l'Arabe. Et donc ça, c'est un des morceaux qui m'ont basculé dans la Nouba. C'est la raison pour laquelle mon ami Ahmed a parlé de recherche scientifique, et c'est quelque chose de très important dans ce domaine. Nous avons cet édifice qui a subi les aléas du temps. C'est la raison pour laquelle nous n'avons que 12 Noubas qui sont restés. Et c'est grâce à une chaîne absolument exceptionnelle de personnes et de personnalités, de monuments de la musique, que cette musique est arrivée jusqu'à nous, disons pratiquement intacte, parce que je me souviens de ces maîtres, et encore plus des maîtres de mes maîtres. Maître Bougiche, si jamais tu fais Afsa Ziada, il te fusille du regard, tu n'as pas le droit. En étant jeune, on rigolait un petit peu de M. Abida, quoi, ah bon, violent carrément. Mais je crois que c'était salutaire et salvateur de leur part d'être ce qu'ils ont été, de ne pas nous permettre, tant qu'on n'a pas les méthodes les meilleures de transcription et de notation, de garder intacte la chose. Deuxième élément, vous savez qu'en passant d'un stirbal ou d'un mode à un autre, il suffit d'une nuance et vous êtes dans un autre monde. Et si vous faites ça, vous allez exactement casser le mode dans lequel vous êtes en train de vous exprimer pour passer dans un autre. Et finalement, le modèle de départ est complètement faux. Donc moi, je crois à cette transmission du savoir. Les derniers temps, un peu moins, parce que les jeunes aujourd'hui se donnent plus de droits de changer, de faire le rythme, ce qui est quand même une hérésie tant qu'on n'a pas écrit, je veux dire de la meilleure des manières, cette histoire. Replongeons-nous au milieu du 19e siècle, l'une des plus anciennes traces peut-être de Choudour, c'est ce cheikh Al-Hajj Brahim, qui était le musicien préféré du dernier Daïd donc d'Alger. Pourquoi l'histoire nous le rapporte? Parce qu'il y a eu un musicologue qui est occidental, qui est venu en Algérie, à Alger en particulier, et il voulait faire un travail sur la musique andalouse. Et donc les plus vieilles traces sont peut-être celles-ci, c'est celle de Hajj Brahim. Et le musicologue c'est Kristjanović. Vous pouvez trouver ça au niveau de la bibliographie. Et il a écrit, il a transcrit donc un certain nombre de noubettes, pas tout, hein, il a transcrit quelques noubettes. C'est très difficile de les lire parce qu'il les a transcrits al-Ahsabou, d'autant plus que quand on arrive au Mizan Saraf, les Occidentaux sont complètement perdus. Où il le met en valse, où il le met, enfin, c'est un peu du n'importe quoi. Donc il y a un travail à faire effectivement sur le Saraf qui reste peut-être le rythme qui nous caractérise le mieux, parce qu'il est très rare dans le monde, pour ne pas dire inexistant. Il est assez particulier, comme le sont les Algériens. Vous allez sourire, hein, vous êtes particulier. Et donc nous avons ces traces-là, à tel point que quand il a joué, quand il a terminé, il a dit, et
Brahim était le maître de Mnemesh. Mnemesh était le maître de Sfinja. Sfinja était le maître de Bentefahi. Bentefahi était le maître de Mohamed Abdelrazak Fakharji. Fakharji était le maître de Serri. Voilà, donc on a quand même une chaîne opératoire qui est digne d'intérêt dans ce sens. Et quand nous voyons aujourd'hui cette musique, excusez-moi de ne parler que de la musique que je connais, c'est-à-dire celle d'Alger, que je connais le mieux, disons. Le premier à avoir construit, disons, une structure, ça a été Sfinja, qui a créé une association qui s'appelle El Moutrebiya, d'ailleurs dans laquelle œuvrait Mahidine Bachtaji, le grand Caruso du désert, comme aimaient le nommer les Français de l'époque, parce qu'il avait une voix exceptionnelle. Et par la suite, lui-même a repris le travail d'Al Moutrebiya à la mort de Sfinja. Donc ça a été pratiquement la première association. Mais il y a eu quelques associations, les Israélites, évidemment, il n'y avait que Mahidine Bachtaji qui était musulman, l'association. Il y a eu par la suite la création d'autres associations typiquement musulmanes au moment où le colonisateur fêtait le centenaire de sa présence en Algérie. Les Algériens ont dit voilà. Ils ont créé le Jazaïria. Et le Mousselia a été créé avant, mais elle a été, disons, on a vu le jour qu'en 1932. Le Jazaïria a été créé en 1930, ou le Mousselia a été créé en 1932, et il y a eu une fusion Mousselia-Jazaïria en 1951. Donc là, aujourd'hui, quand on dit le Mousselia, c'est les deux, c'est le Mousselia et le Jazaïria. Et il y a eu de grandes associations qui ont joué de grands rôles, comme donc le Jazaïria, le Mousselia, dans laquelle les gens ont compris qu'ils ne pouvaient plus rester flaras, voilà, on était dans des moments festifs. Il fallait au contraire, à partir de 1930, ils ont compris que transmettre la mémoire était fondamental. C'est ce que vous êtes en train de faire. Transmettre la mémoire d'un pays, transmettre la mémoire d'une culture, transmettre la mémoire de nos aînés, de nos ancêtres, de nos vieux, etc. C'est fondamental dans la vie de tout un chacun. Et donc, ils ont compris que transmettre la musique était fondamental, d'où la création de ces associations. Il y a eu une grande association qui s'appelle le Hayat, il y a eu une grande association qui s'appelle Nadi Taraqi, le Cercle du Progrès. Et par exemple, à Mostaganem, il y a eu une Nadi Hilal Taqafi qui a été